Je m'appelle Grace, j'ai 27 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur me laisserait mourir sur une falaise glacée. Je traversais le brouillard épais des monts d'Auvergne, sur une route sinueuse surnommée l'échine du diable. Quand j'ai voulu prendre un virage serré, le volant est devenu totalement rigide. Ma voiture a plongé vers le ravin pendant qu'Agnès observait la scène depuis son 4x4 noir resté en haut de la falaise, ses yeux froids comme l'Atlantique. Elle n'a pas appelé les secours. Elle s'est contentée de regarder ma disparition. Bienvenue sur la chaîne quand le karma frappe. Je marche un peu pour prendre l'air pendant que je digère cette histoire intense. S'éloigner un moment aide vraiment à réfléchir quand les enjeux sont aussi élevés. Revenons à Grace, coincée dans l'épave pendant que sa sœur repart tranquillement. L'accident n'a pas été silencieux. C'était une cacophonie de métal qui crisse et de verre qui éclate, suivie d'un silence lourd et écœurant. J'étais suspendue à l'envers dans la carcasse de la voiture, retenue seulement par la ceinture de sécurité qui me sciait la poitrine comme un fil de fer. Dehors, la brume de l'océan roulait au-dessus de la falaise comme un linceul blanc et épais, assez dense pour engloutir le monde entier. Je sentais l'odeur chimique piquante de l'essence qui fuyait, mêlée au parfum métallique de mon propre sang. J'ai forcé mes yeux à regarder vers le bord de l'échine du diable. Là-haut, Agnès se tenait immobile. Elle n'avait pas l'air horrifiée. Elle n'avait pas l'air d'une sœur qui venait de voir son unique famille chuter de plus de 60 mètres. Elle avait l'air d'une femme d'affaires pressée, vérifiant sa montre pour une réunion déjà en retard. Elle a ajusté le col de son manteau luxueux, a tourné le dos au ravin, puis est remontée dans son 4x4. Le moteur a rugi, et la lueur rouge de ses feux arrière a disparu dans le brouillard. Elle m'a laissé là, à pourrir dans une tombe faite d'acier ancien. Me réveiller n'a pas été un soulagement. C'était une intrusion. La première chose que j'ai ressentie n'était pas la douleur, même si ma tête donnait l'impression d'avoir été fendue par une hache. C'était le froid. L'air stérile et mordant d'une chambre d'hôpital côtier qui sentait l'eau de Javel et les espoirs perdus. Ma vision n'était qu'un flou blanc sous des néons agressifs qui clignotaient avec un rythme capable de faire battre mon cerveau. Une infirmière se penchait au-dessus de moi. Son visage portait ce masque de compassion professionnelle que je reconnus immédiatement. C'est le regard qu'on vous adresse quand on sait que vous êtes vraiment seul. Je voulais demander où était ma famille, mais les mots restaient coincés dans ma gorge comme des éclats de verre. Je n'ai même pas eu besoin de poser la question. Le silence absolu dans le couloir me donnait déjà la réponse. L'infirmière hésita, ses doigts maladroits sur la perfusion, comme si elle avait peur de me toucher. Elle m'expliqua qu'un passant m'avait trouvé des heures après l'accident, presque gelé. Puis elle ajouta qu'une femme était passée à l'accueil 5 jours plus tard, portant un manteau qui valait plus que ma voiture. Cette femme n'avait pas demandé à me voir. Elle n'avait pas demandé si je pourrais remarcher un jour. Elle avait simplement jeté mon sac à main sur le comptoir comme un sac d'ordures, puis elle était repartie sans signer le moindre papier. Aucune assurance. Aucun contact d'urgence. Aucune signature pour reconnaître que j'existais. La douleur dans mon crâne n'était rien comparée à la clarté glaciale qui se formait dans ma moelle. Pendant des années, j'avais été l'investisseuse silencieuse de cette famille. C'était moi qui cataloguais les manuscrits rares, payais les taxes foncières et empêchais la bibliothèque héritée de nos parents de tomber en ruine. Pendant qu'Agnès traitait notre héritage comme une carte bancaire sans limite. Et maintenant je comprenais. L'abonnement venait d'expirer. Ma sœur ne m'avait pas seulement abandonnée. Elle avait tenté de me supprimer complètement du bilan. Je restais allongée à fixer les dalles perforées du plafond, comptant les minutes. Mon corps était une carte routière de bleu et de capillaires éclatés. Mais mon esprit était devenu dangereusement clair. Ce n'était plus une tragédie. C'était un audit. Agnès pensait être la prédatrice. Mais elle avait commis une erreur fatale. Elle avait laissé un témoin. Je n'étais pas seulement la patiente du lit numéro 4. J'étais le fantôme qui allait reprendre chaque centime qu'elle croyait avoir volé. Le brouillard de l'Atlantique avait essayé de m'enterrer. Mais il m'avait surtout offert la couverture parfaite pour commencer à démanteler son monde, transaction après transaction. Je ne me suis pas réveillée. J'ai lancé un audit. Je gardais les yeux fermés, la respiration lente et régulière, imitant quelqu'un toujours perdu dans l'obscurité. Je devais entendre ce que le vautour dirait en croyant sa proie incapable de réagir. J'ai entendu le claquement rythmé de ses talons de créatrice bien avant d'entendre sa voix. Elle se tenait au poste des infirmières, sa voix réglée à la fréquence parfaite du chagrin joué. Elle demandait au personnel si sa pauvre petite sœur montrait enfin des signes de sortie de l'hôpital. Pour eux, elle semblait dévastée.
Pour moi, elle ressemblait à une actionnaire vérifiant l'avancement d'une liquidation. Pendant des années, les gens avaient regardé mon silence et l'avaient pris pour de la faiblesse. Ils voyaient la sœur raisonnable qui se mettait toujours de côté pour laisser Agnès briller. Ils pensaient simplement que j'étais quelqu'un de trop docile. Ils ne comprenaient pas la chaîne invisible qui me retenait. Une prison sans barreaux, construite par 10 années passées à entendre que mon rôle était de soutenir, jamais de diriger. J'avais développé une forme d'impuissance apprise. Un mécanisme de survie forgé dans une maison où mes besoins étaient toujours une note de bas de page sous les gros titres d'Agnès. Mais ce silence n'était pas un drapeau blanc. C'était une planque. J'étais la survivante qui était restée silencieuse assez longtemps pour apprendre chaque mouvement du prédateur. Au moment où Agnès quitta l'étage, je n'ai pas appelé un médecin. J'ai demandé la tablette de la jeune infirmière. Mes doigts restaient parfaitement stables pendant que je me connectais au portail privé de la fiducie familiale. Je n'ai pas sursauté en voyant les notifications. J'ai seulement ressenti une clarté presque clinique. 3 demandes distinctes de liquidation de la fiducie familiale de 15 millions d'euros avaient été déposées, quelques heures seulement après la chute de ma voiture dans le ravin. Agnès n'attendait pas simplement ma mort. Elle liquidait déjà la fortune d'une génération pour couvrir ses propres désastres financiers. Ma vie avait été négociée pour combler l'échec de sa boutique artistique et j'étais le dernier obstacle entre elle et un bilan parfaitement propre. Ce n'était plus une tragédie familiale. C'était une prise de contrôle hostile. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai utilisé la tablette pour envoyer 2 messages chiffrés. Le premier à Georges, l'avocat de mes parents depuis toujours, lui demandant de préparer un gel immédiat de tous les actifs de la fiducie. Le second à Destinée, ma meilleure amie, avec les coordonnées de l'entrée latérale de l'hôpital. Ma compassion était un luxe qu'Agnès venait de dépenser pour la dernière fois. Quand elle reviendrait avec ses faux papiers de tutelle et ses sanglots répétés, mon lit d'hôpital serait déjà vide. Sous la direction du shérif local, j'allais être transférée dans un lieu sécurisé sous protection. Pour le monde, j'avais disparu. Pour la justice, je devenais le témoin principal de l'État. J'allais me dissoudre dans le brouillard de l'Atlantique. Et quand je réapparaîtrais, ce ne serait pas comme une sœur, mais comme une exécutrice. Le manoir victorien qui avait été le refuge de notre famille pendant 3 générations ne ressemblait plus à une maison. Il ressemblait à un site de liquidation. Grâce au flux vidéo haute sécurité provenant de la cabane sécurisée de Destinée, j'observais Agnès organiser sa vente privée d'héritage. Elle avait transformé la grande bibliothèque en salle d'exposition pour la collection de manuscrits rares estimée à 30 millions d'euros que nos parents avaient passé leur vie à protéger. Elle circulait entre les investisseurs les plus riches de la ville, le visage peint d'un masque de tragédie qu'elle maîtrisait depuis l'enfance. Elle leur présentait de faux décrets de tutelle d'urgence, murmurant que j'étais en mort cérébrale et qu'elle devait vendre la collection immédiatement pour payer des frais médicaux inimaginables. À ses investisseurs prédateurs, elle promettait une occasion unique. Elle affirmait qu'en tant que seule tutrice légale, elle pouvait contourner les délais habituels de succession. C'était une performance magistrale. Mais derrière la soie et le champagne, je voyais la vérité. Agnès souffrait de l'illusion du pouvoir, avec un portefeuille vide. Elle ne comprenait pas que son statut social n'était qu'une identité louée, payée avec un argent qui ne lui appartenait pas. Pour des gens comme elle, le pouvoir n'est pas une qualité intérieure. C'est un service par abonnement. Sans la fiducie de 15 millions d'euros ni l'acte de propriété de la bibliothèque, elle n'était qu'un fantôme hantant un style de vie qu'elle ne pouvait pas financer. Elle croyait que vendre notre histoire lui achèterait quelques mois de plus de visibilité pour sa galerie d'art en faillite. En réalité, elle brûlait les meubles pour chauffer la maison. L'odeur du vieux parchemin et du parfum coûteux flottait dans l'air capté par le microphone. Je pouvais presque entendre les stylos gratter les chèques. Je me frottais les yeux, non pas de tristesse, mais avec la concentration froide d'une experte en audit financier. Ce n'était pas une trahison entre sœurs. C'était une rupture de contrat. Les investisseurs hochaient la tête, leur avidité reflétant la sienne. Je la vis tendre un journal de première édition à un homme célèbre pour ses acquisitions prédatrices. Elle encaissait des acomptes sur des fragments de mon âme pour rembourser des usuriers qui n'avaient rien à faire de notre héritage familial. Chaque mensonge sur mes prétendus dégâts cérébraux devenait une nouvelle ligne dans le registre de ses crimes. Elle croyait consolider son pouvoir. En réalité, elle révélait le vide au centre de son existence. Dans son esprit, elle était la nouvelle reine du domaine. Dans la réalité, elle n'était qu'une carognarde fouillant les restes d'une sœur qu'elle croyait enterrée. La vente n'était pas une victoire.
C'était une confession enregistrée en ultra haute définition et j'allais m'assurer que toute la ville lirait les petites lignes. Ma compassion était une ressource qu'elle avait gaspillée pendant des années. Désormais, le compte était fermé. L'odeur de l'air salé et de la poussière ancienne avait toujours accompagné ma vie. Mais maintenant, cela ressemblait au parfum d'une scène de crime. J'étais assise dans une cabane isolée sur la côte atlantique, le léger bourdonnement de l'ordinateur portable de Georges étant le seul rythme de la soirée. Pendant des années, j'avais été l'architecte silencieuse de la stabilité de cette famille. Pendant qu'Agnès jouait le rôle d'une visionnaire mondaine, l'audit judiciaire révélait la profondeur réelle de sa trahison. Je découvris des milliers d'euros détournés du fonds de préservation de la bibliothèque de nos parents directement vers sa boutique en difficulté et vers des comptes de jeux d'argent offshore. Chaque manuscrit rare que j'avais catalogué avec patience apparaissait maintenant comme garantie pour ses dettes personnelles. Je n'étais pas seulement une sœur. J'étais l'actionnaire principal d'un héritage qu'elle tentait de mettre en faillite. Georges me tendit une pile de documents. Son expression était aussi clinique que celle d'un chirurgien. Nous ne regardions plus seulement des relevés bancaires. Nous regardions la carte détaillée d'une trahison calculée. Je regardais les demandes de transfert non autorisées. 15 millions d'euros qu'elle avait tenté de déplacer pendant que je luttais pour respirer au fond d'un ravin. Mon empathie avait été un luxe qu'elle avait largement dépassé depuis trop longtemps. Maintenant, je passais du rôle de victime à celui d'auditrice judiciaire. Je n'ai ressenti aucun regret en signant la révocation officielle de sa procuration. Puisque j'étais toujours bien vivante et nommée cofiduciaire, Georges put obtenir une ordonnance restrictive d'urgence. Avec un seul dépôt juridique, la fiducie familiale fut complètement gelée. La ligne de crédit prédatrice qu'Agnès utilisait fut coupée instantanément. Elle recevra la notification dans 1 heure, dit Georges d'une voix calme. Je n'ai pas hoché la tête. Je fixais simplement l'écran lumineux. Ce n'était pas une dispute familiale. C'était une écriture corrective dans un bilan. J'avais autorisé un audit administratif complet de tous les comptes qu'elle avait touchés depuis la mort de nos parents. Agnès croyait que son statut reposait sur le sang. J'allais prouver qu'il reposait sur du sable et sur mon propre travail silencieux. Pendant 10 ans, elle avait convaincu tout le monde que j'étais la sœur instable. Pendant qu'elle vivait des intérêts de mes sacrifices. Il était temps que l'investisseuse silencieuse reprenne l'entreprise. La cabane restait plongée dans le silence tandis que le brouillard de l'Atlantique pressait contre les fenêtres. Mais dans ma tête, ces paroles à la vente privée résonnaient encore, la façon dont elle m'avait diagnostiqué avec des lésions cérébrales pour s'emparer de mon héritage. Cette fois, ma colère n'était pas bruyante. Elle était précise. Je pris le dossier beige contenant le rapport d'audit sur les actifs liquides du domaine. Agnès n'était pas seulement ruinée. C'était une criminelle qui avait confondu ma patience avec une permission. À l'aube, les créanciers à qui elle promettait mon argent découvriraient que la banque était fermée. La prédatrice qui avait essayé de me laisser mourir dans un fossé allait bientôt découvrir ce que l'on ressent quand le sol disparaît sous des talons de luxe. Le dépôt privé de véhicules saisis, dans la zone industrielle à la périphérie de la ville, ressemblait à un cimetière de secrets rouillés et de verres brisés. Il était minuit. L'air était si froid qu'il donnait l'impression de respirer des aiguilles. Mais ma concentration était totale. Agnès avait utilisé son statut de seule parente pour contourner la procédure normale de la police. Elle avait payé un intermédiaire coûteux pour déplacer ma berline vers ce terrain illégal avant que l'équipe médico-légale de la ville puisse arriver. Elle pensait qu'en payant le propriétaire en espèces pour écraser la voiture immédiatement, la seule preuve matérielle de sa trahison serait transformée en cube de métal avant l'aube. Elle se trompait. Destinée et moi avancions entre les rangées de carcasses tordues, comme des ombres d'acier. Le vent glacé de l'Atlantique coupait notre souffle. Le terrain était un labyrinthe de squelettes métalliques éclairés seulement par la lueur blafarde d'un projecteur lointain. Nous l'avons trouvé au fond. Ma berline argentée, posée dangereusement près de l'énorme presse hydraulique qui devait se mettre en marche dans moins d'1 heure. Elle ressemblait à un morceau de papier aluminium froissé. Mais pour moi, c'était le témoin le plus important de la région. Je n'ai pas hésité. Je me suis agenouillée dans la boue gelée et l'huile, ignorant la douleur aiguë des points de suture sur mon cuir chevelu. Je rampais sous l'avant écrasé. L'odeur de caoutchouc brûlé et de graisse ancienne envahissait mes sens. J'allumai ma lampe puissante. Le faisceau trancha l'obscurité avec la précision d'un scalpel. Je ne cherchais pas une panne mécanique. Je cherchais une signature. Et elle était là. Cachée derrière le passage de roue. La tringlerie de direction ne s'était pas rompue sous l'impact.
Elle présentait une incision nette, microscopique, une coupe d'une précision chirurgicale. Elle avait été faite avec une intention terrifiante. Assez solide pour que je quitte l'allée de la maison. Mais destinée à céder totalement au moment où je braquerais au maximum dans le virage le plus dangereux de l'échine du diable. Ce n'était pas un accident. C'était une exécution. « Georges, tu dois voir ça », murmurai-je d'une voix froide comme l'acier au-dessus de moi. À côté, Destinée filmait tout avec son téléphone en ultra haute définition, capturant la preuve irréfutable que ma propre sœur avait calculé ma mort au millimètre près. Quelques jours plus tôt, Agnès se tenait dans la cuisine, affirmant qu'elle avait emmené la voiture dans un garage spécialisé pour une révision complète. Maintenant, je comprenais ce que signifiait réellement cette révision. Ma sœur avait échangé ma vie contre le bail d'une galerie d'art et quelques mois supplémentaires de faux prestige mondain. Elle croyait être l'architecte de ma fin. En réalité, elle venait de me remettre l'arme qui causerait la sienne. Quand la lourde machine de la presse commença à vibrer au loin, nous nous éloignâmes avec toutes les preuves soigneusement documentées. Ce n'était plus seulement une trahison familiale. C'était un dossier criminel. La prédatrice était enfin dans ma ligne de mire. Et la prochaine fois qu'elle me verrait, je ne serais plus la sœur qu'elle avait abandonnée. Je serais la preuve vivante de sa tentative de meurtre. Le gala annuel de charité au Grand Hôtel était une mer de faux sourires, de soie coûteuse et de pouvoir emprunté. Agnès en était le centre. Elle jouait la tutrice endeuillée dans une robe cramoisie qui coûtait plus cher que mes 2 premières années d'université. Elle se déplaçait parmi l'élite de la ville comme une prédatrice expérimentée, murmurant des mensonges tragiques sur mon prétendu déclin cognitif pour obtenir des prêts d'urgence sur un héritage qui ne lui appartenait pas. Moi, je restais dans l'ombre des lourds rideaux de velours. Le bandage blanc autour de ma tête était un acte d'accusation silencieux contre sa trahison. Ce n'était pas une réunion de famille. C'était une prise de contrôle hostile. Je sortis de l'ombre. Un murmure parcourut la salle de bal, puis un silence absolu, celui qui précède habituellement un verdict final. Je marchai vers le centre de la pièce, la tête haute. La pulsation dans mes tempes battait comme un rappel constant de la raison de ma présence. Agnès se retourna. Pendant une fraction de seconde, la prédatrice devint la proie. La coupe de champagne glissa de ses doigts manucurés et se brisa sur le sol de marbre. Une métaphore parfaite de sa façade qui s'effondrait. Elle ne courut pas vers moi. Elle ne pleura pas de soulagement. Au lieu de cela, elle s'accrocha au seul capital qui lui restait, le mensonge. Elle hurla pour appeler la sécurité, sa voix aiguë affirmant que je faisais une crise psychotique et que je devais être immédiatement sédatée pour la sécurité des invités. C'était sa dernière ligne de crédit. Et j'étais venu la saisir. Avant même que les agents ne puissent m'atteindre, Georges sortit derrière un pupitre, accompagné de 2 inspecteurs de la brigade criminelle. Ce n'était pas une simple confrontation. C'était une opération coordonnée. Georges fit un signe bref vers la régie technique. Et, sous l'autorité d'une écoute judiciaire, les haut-parleurs crépitèrent. La salle entendit la véritable voix d'Agnès. « Donnez-moi encore 2 jours. Ma sœur n'est pas morte, mais je trouverai un moyen d'obtenir sa signature. Et dites au mécanicien de s'assurer que l'épave soit écrasée avant le matin. Personne ne doit trouver la colonne de direction. » Le poids de ces mots tomba sur la foule comme un linceul. Les investisseurs qu'elle courtisait ne se contentèrent pas de détourner le regard. Ils reculèrent d'un pas, comme si sa trahison était contagieuse. Quand la police s'approcha pour l'arrêter, Agnès se mit à hurler au sujet de ses droits et de mes dossiers médicaux. C'est alors que la jeune infirmière de l'hôpital côtier, celle qui m'avait aidé à disparaître, s'avança. Elle fixa Agnès dans les yeux et prononça la phrase qui arrêta le monde. « Grâce n'a jamais été ta patiente, Agnès. » Elle est témoin de police depuis l'instant où elle a rouvert les yeux. Agnès s'effondra dans les bras des policiers. Son visage se déforma en un masque de haine pure lorsque les menottes se refermèrent sur ses poignets. Toute couleur quitta son visage quand elle comprit que je savais tout. La direction sabotée et les 15 millions d'euros qu'elle avait tenté de voler. Je regardais la femme avec qui j'avais partagé mon enfance. Je ne ressentis rien. Seulement un sentiment froid et clinique de clôture. Le registre était équilibré. La chasse était terminée. La prédatrice était en cage. Et pour la première fois depuis que ma voiture avait quitté cette falaise, je pouvais respirer sans sentir le poids de sa tromperie sur ma poitrine. On dit souvent que la justice est aveugle. Mais dans ce tribunal, elle semblait enfin voir parfaitement. Agnès était assise à la table de la défense, pâle et amaigrie. Son armure glamour avait disparu, révélant une criminelle effrayée.
La voix du juge résonna dans la salle silencieuse lorsqu'il lut le verdict du jury. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre. Vol aggravé. La peine tomba. 12 ans de prison dans un établissement de haute sécurité, avec 7 ans incompressibles. Quand les agents s'approchèrent pour lui passer les menottes, elle laissa échapper un sanglot étranglé, le premier son sincère que j'entendais d'elle depuis 10 ans. Elle se retourna vers moi une dernière fois, cherchant la sœur qui s'excusait autrefois d'exister. Elle ne trouva qu'une étrangère. Pendant plusieurs jours après, tout resta silencieux. Mais ce silence était différent. C'était un refuge, pas une prison. Je pris la décision difficile de vendre le grand manoir victorien. Ces murs contenaient trop de souvenirs d'une élimination calculée. Je vendis la propriété 10 millions d'euros à une jeune famille qui y apporterait de nouveaux rires. Puis je m'installai dans un appartement moderne surplombant l'océan Atlantique. Avec le reste de la fiducie familiale, je créai la fondation Phare Atlantique. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'honorer mes parents en utilisant leurs ressources pour construire des avenirs, pas pour les détruire. Un après-midi pluvieux, une enveloppe blanche arriva dans ma boîte aux lettres. Elle portait le tampon du centre pénitentiaire. Et l'écriture arrondie d'Agnès. Je restai longtemps devant ma cheminée, la lettre à la main. Une part de moi se demandait si elle écrivait pour s'excuser. Ou pour trouver une nouvelle façon de me blâmer. Mais je compris que lire ces mots ne ferait que ramener son poison dans la vie que j'avais reconstruite. Je jetai l'enveloppe scellée dans les flammes. Le papier se recroquevilla, noirci, puis devint cendre. Le symbole final d'un lien qui avait presque coûté ma vie. J'ai compris une chose. Pendant 27 ans, j'avais investi silencieusement dans une idée de famille qui n'avait jamais réellement existé. Si vous écoutez cette histoire et que vous vous êtes déjà senti comme l'étranger dans votre propre famille, sachez une chose. Vous n'êtes pas fou. Vous êtes peut-être simplement trop lucide et trop indépendant pour une famille qui privilégie l'apparence de l'harmonie plutôt que la réalité de l'amour. La douleur de ne pas appartenir peut ressembler à un linceul lourd. Mais vous n'êtes pas obligé de le porter toute votre vie. La vraie force ne réside pas toujours dans le pardon quand l'autre refuse de reconnaître ses torts. Elle réside dans la décision claire de couper les liens toxiques et protéger votre avenir. Le pardon n'est pas toujours pour l'autre. Parfois, c'est simplement la clé pour vous libérer. Vous méritez d'être reconnu comme une personne. Pas comme une ressource. Parfois, l'acte le plus aimant envers soi-même est de fermer la porte sur le passé et d'avancer vers la chaleur de sa propre lumière. Si cette histoire vous a donné la force de poser une limite que vous redoutiez, partagez-la. Et souvenez-vous, vous valez toujours plus que les miettes que certains sont prêts à vous donner.